C'est l'histoire d'une seconde où la vie et la mort de deux êtres se sont croisés. L'instant unique où la vie a gagné. Mais pour qui? Marie-Rose, 34 ans, attend un bébé. Son mari, Joshua, 31 ans, attend un bébé lui aussi. Ce sera une fille, ils le savent déjà, elle s'appellera Cindy, ils l'ont déjà décidé. Sa grand-mère et son grand-père sont extrêmement heureux. Leur première et unique descendance est en train de croître dans le ventre de leur fille, comme tous les bébés du monde. Nous sommes en juin 1986, et sur l'écran de l'échographie, Cindy avoue encore son âge, 20 semaines. Voilà, c'est une histoire classique de gens qui s'aiment, veulent un enfant, l'attendent avec impatience, préparent toutes ces choses qui font le bonheur des mamans américaines et de toutes les mamans dans les pays riches, une chambre rose, un berceau, des pluches, des tiroirs de brassière et de pyjamas douillés. C'est une histoire qui ne peut d'ailleurs se dérouler que dans un pays riche. L'Amérique, en l'occurrence, où la médecine et la technologie de pointe permettent des exploits. Marie-Rose, la maman qui a déjà 34 ans, a bénéficié d'un traitement relativement classique pour pouvoir obtenir ce premier enfant. Un peu d'hormones, du repos, des examens de contrôle réguliers afin d'éliminer tout risque de naissance difficile ou d'avortement accidentel. Dans un pays du tiers-monde, Cindy n'aurait jamais existé, ni à l'état de fœtus, ni à la naissance. Sa maman serait restée une femme sans enfant. Donc tout va bien en ce début de printemps à l'hôpital ultramoderne de Santa Clara en Californie. Marie-Rose rentre chez elle, l'échographie tout contre son cœur. La première photographie de sa fille sur laquelle le bébé est en quelque sorte reconnaissable. Les précédentes ne montraient pas grand-chose. Celle-ci va figurer dans l'album de famille. À 5 mois, on est encore un fœtus, mais on pèse 500 grammes, on mesure 20 centimètres, et on sait déjà depuis longtemps que l'on est une fille. Juin 86. Marie-Rose a une drôle de sensation. La tête lui tourne encore. Vertige passager probablement, qui ne l'inquiète pas outre mesure, car une femme enceinte ressent tellement de sensations différentes, en général bénignes. 4 juin, Marie-Rose perd l'équilibre et n'a que le temps de s'allonger pour ne pas tomber. Alors cette fois, elle a eu peur. Que se passe-t-il? Le bébé? Nouvel examen, tout va bien. Le bébé n'est pas en cause. Et apparemment, la future maman se porte bien aussi. Tension, cœur, tout est normal. Mais après un interrogatoire un peu plus poussé, le médecin enregistre pour la première fois que vertige et perte d'équilibre sont de vieilles connaissances pour Marie-Rose. Mais pourquoi n'en avez-vous pas parlé? Oh, j'ai mis ça sur le compte de ma nervosité, puis du traitement hormonal et enfin de la grossesse. Mais depuis combien de temps avez-vous ces vertiges? Oh, je ne sais plus. 3 mois? 6 mois? Marie-Rose semble avoir des pertes de mémoire. Mais elle sourit, insouciante, à peine inquiète. Pas de médicaments de toute façon, je ne veux pas prendre de risques pour mon bébé. C'est promis, seulement des examens. La future maman passe au service neurologie de l'hôpital de Santa Clara. Tests, des tas de tests, qu'il serait fastidieux d'énumérer, mais qui sont destinés à déterminer s'il existe une cause pathologique à ces manifestations désagréables, et qui vont en s'aggravant. En effet, de la veille au lendemain, Marie-Rose a eu le tournis, comme elle dit, plus de 4 fois, et semble avoir du mal maintenant à garder l'équilibre. Puis Marie-Rose a de violentes migraines, de fortes douleurs, qui lui prennent la tête, et la rendent quasiment aveugle. C'est venu d'un coup, brutalement, dans la nuit. Elle a du mal à parler également. Son élocution devient difficile. En l'espace d'une semaine, son visage s'est creusé de souffrance et son regard d'une angoisse immense. Elle ne parle presque plus. Les visages se font graves autour d'elle. Le scanner l'attend. Allongée sur le brancard des urgences, elle sourit peureusement à son mari en serrant ses 2 mains contre son ventre. Elle a peur, Marie-Rose. On a beau lui dire que le bébé va bien, cette fichue angoisse ne la quitte pas. Toute son énergie est concentrée sur cet enfant. Elle l'a tant voulu, tant désiré et attendu déjà. Joshua, lui, est sûr, certain que le bébé est en bonne santé. Le médecin lui a juré, en même temps qu'il lui faisait part d'un doute, bien plus grave. Nous craignons pour la mère. Le scanner nous dira, je l'espère, que nous nous trompons, mais il est possible qu'une lésion au cerveau soit l'explication de cette dégradation subite.
Josua se tait devant sa femme, bien entendu. Lui faire peur maintenant ne servirait à rien. 6 juin, le soleil se couche en Californie. Josua est assis en face du médecin. Il est effondré, terrorisé devant le verdict. Une tumeur. Marie-Rose. Une tumeur au cerveau. Elle existait peut-être depuis longtemps, nous n'en savons rien. En tout cas, elle s'est développée très vite. Il faut opérer d'urgence, et je ne peux pas vous promettre que nous la sortirons de là. Si c'est le cas, j'ignore dans quel état. Elle peut rester paralysée ou handicapée. Je ne vous cache pas que ce genre d'intervention est extrêmement délicate. La tumeur est trop mal placée pour vous promettre une chirurgie sans risque. Mais il faut tenter l'opération. C'est sa seule chance. Sinon, elle est condamnée à très brève échéance. Combien de temps? Je ne peux pas répondre à cette question, mais l'évolution est tellement rapide. Non, n'attendez pas. Il faut vous décider. Ce soir, elle a déjà fait 2 comas successifs. Elle nous échappe. Et le bébé? Le bébé ne souffre pas pour l'instant, mais si vous envisagez un avortement thérapeutique en cas d'échec de l'opération, je vous comprendrai. Nous ne pouvons ni la faire accoucher prématurément par les voies naturelles, ni pratiquer une césarienne. La mère ne tiendrait pas le choc. Le fœtus non plus. Mais si ma femme meurt pendant l'opération, le bébé va mourir aussi. Il n'est pas viable. Même en couveuse, il est encore trop petit pour avoir l'espoir d'être mené à terme artificiellement. La vie de Josua a basculé complètement l'espace de quelques jours. Fini le bonheur tranquille, l'attente béate. L'avenir est un tunnel si sombre tout à coup qu'il est désemparé, perdu, lamentablement perdu. Marie-Rose lui souriait encore ce matin. Elle était consciente. Elle lui montrait son ventre avec inquiétude. Or, le soir même, il a retrouvé sur un lit de réanimation un corps presque sans vie, entouré de tout l'arsenal horrible de la survie. Marie-Rose est à demi comateuse. Déjà, avant même d'opérer, il a fallu employer les grands moyens, calmer la douleur, diminuer la pression terrible de cette tumeur sur le cerveau. Employer pour cela en perfusion des médicaments qui ne conviennent pas du tout au bébé à long terme. Et l'on presse Josua de prendre une décision rapidement. L'opération ne peut plus attendre. Sauver peut-être la mère et l'enfant ou perdre les deux. Le choix épouvantable est là. Et ce n'est même pas un choix. C'est un ultimatum. Alors Josua signe tous les papiers et Dieu sait que les chirurgiens américains prennent des précautions dans ces cas-là. L'autorisation d'opérer s'accompagne d'une Bible qui prévoit d'avance toutes les possibilités de recours de la part du patient contre son chirurgien. Puis les parents de Marie-Rose s'en mêlent. Ils ont peur à juste titre que leur fille ne supporte pas le choc opératoire. Mais pourquoi ne pas laisser faire la nature, pourvu qu'elle ne souffre pas? Si elle doit mourir en même temps que son enfant, et sans s'en rendre compte, Dieu l'aura voulu. Mais Josua ne traite pas directement avec Dieu, il traite avec la médecine. Et la médecine a dit, seul espoir, opérer. Marie-Rose est donc opérée le 7 juin 1986. Et Marie-Rose ne se réveille pas. Plus exactement, elle passe du demi-coma à l'anesthésie pour atteindre le coma profond. Celui dont personne ne sort, celui qui indique tragiquement sur un écran « cerveau mort définitivement ». Mais le corps, lui, continue de vivre, grâce à la pompe cardiaque, au respirateur, à ces machines qui maintiennent artificiellement en vie le corps humain. Pourquoi faire? Pour le futur bébé qui n'est pas mort, lui. Et Josua a un autre choix à faire. En pleine douleur, en plein chagrin, il doit dire au médecin ce qu'il souhaite faire du fœtus vivant dans le corps de sa mère défunte. Veut-il tenter de le faire vivre? C'est possible en maintenant Marie-Rose dans des conditions d'assistance totale, en la nourrissant, en la faisant respirer, jusqu'à ce que le bébé soit viable. Cette fois, les parents de Marie-Rose refusent tout net. C'est trop pour eux. Cet acharnement sur leur fille leur est insupportable. L'idée de cet enfant toujours vivant dans le ventre de sa mère défunte... Enfin, Josua, dites au médecin d'arrêter, qu'il débranche le respirateur. Ne vous laissez pas influencer, c'est horrible. Mais votre petite fille est vivante. Elle n'a que 20 semaines, mais elle vit. Et c'est sa mère qui l'a fait vivre. Mais elle est morte, Josua. Dieu l'a voulu.
Notre fille n'existe plus, elle est sans cerveau, sans âme. Laissez-les en paix, toutes les deux. » Mais Josua le veut, cet enfant. D'abord pour Marie-Rose, qui s'est endormie pour la dernière fois devant lui avec un geste qui l'a bouleversé. Elle a montré doucement du doigt à son mari la rondeur de son ventre, comme pour lui indiquer silencieusement de préserver son contenu, de prendre soin de cet être vivant qui lui échappait à elle. Comme si elle avait pu dire « Josua, prends soin de notre fille. » Ce geste-là, Josua ne peut pas l'oublier. Ensuite, il veut son enfant comme une revanche sur la mort de la mère. Il veut lutter, il veut la vie, il veut tordre le cou à ce destin tragique, aller au bout du bout de l'espoir. Alors il ne traite toujours pas avec Dieu, Josua, mais encore avec la médecine. Vous dites qu'elle peut vivre. Ma fille peut vivre et naître normalement. Physiquement, nous n'avons pas de problème majeur. L'idéal serait d'atteindre la 34e semaine, mais même prématurément, nous pouvons y arriver. En fait, tout dépendra du développement du cœur et des poumons de l'enfant. Josua a tous les pouvoirs sur sa femme morte et sur son enfant vivant. Si vous me donnez une petite fille, j'aurai accompli le dernier bonheur de ma femme. Je veux que cet enfant naisse. Et les parents de Marie-Rose s'inclinent devant la volonté de leur gendre. Ils n'y croient pas, ils attendent le verdict du ciel et prient. Une fois la décision prise, Josua s'engage dans cette nouvelle histoire d'amour avec une volonté et une patience extraordinaires. Il vient tous les jours à l'hôpital, s'installe à côté de sa femme, lui prend la main et se penche sur son ventre, doucement, avec tendresse, conviction. Il parle au bébé, il lui raconte des histoires, il lui fait entendre de la musique, lui parle de sa mère. Il fait le travail de l'amour tout seul, tandis que les appareils font le reste. Les appareils donnent de l'oxygène, irriguent le cœur, nourrissent la mère qui nourrit son enfant, et lui, le père, il donne la vie extérieure. Cindy n'entendra plus jamais la voix de sa mère, mais celle de son père ne la quitte pas, en osmose avec elle. Josua parle pour Marie-Rose et pour lui, et pour Cindy. Un long monologue, un fil ténu entre l'enfant et son père, une étrange grossesse. Le père caresse ce nid mystérieux où palpite l'enfant à venir, il compte les coups de pied, écoute battre le cœur. Les infirmières prennent le relais quand il s'endort de fatigue. Elles aussi continuent de parler à Marie-Rose et à son enfant. Tout autour de Marie-Rose, qui n'a plus d'âme, comme disent ses parents, la vie continue et fait son œuvre de création. Les semaines passent. Inlassablement, le sablier qui égrène les semaines de la petite fille dit à son père « J'ai 25 semaines, papa. J'ai 26 semaines, 27, 28, 29, 30 semaines et demie. » Puis le médecin arrête le sablier et dit « Nous avons atteint 7 semaines et demie d'assistance médicale intense sans inconvénient. Le bébé va bien, le cœur, les poumons se sont développés au-delà de nos espérances. Nous pouvons le faire naître maintenant. Il vaut mieux ne pas prendre le risque d'atteindre les 34 semaines. Josua, vous allez être père. » Josua caresse une dernière fois le ventre de sa femme, l'embrasse pour lui dire adieu, car à l'instant où naîtra l'enfant, dès que le cordon sera coupé, le respirateur de sa mère lui sera débranché. Josua l'a voulu ainsi, en accord avec les médecins, puisqu'il le faut. Symboliquement, il sera veuf et père de famille à la même seconde. Elle est née ce matin, 31 juillet 1986, la petite Cindy, après une césarienne sans histoire. Le médecin accoucheur de cet enfant du miracle, le 3e cas de ce genre aux États-Unis, a annoncé fièrement devant une bonne centaine de caméras californiennes: l'enfant va très bien, elle pèse 2 kilos, mesure 40 centimètres et respire normalement, aucun problème. Longue vie à Cindy. 8 ans déjà. Comme le temps passe. 4 avril 1987. Une longue colonne noire suit un corbillard dans les allées d'un cimetière du Mans. En tête, un homme d'une 40aine d'années, en grand deuil. Il est de haute taille, blond, aux yeux bleus. Lui tenant la main, une petite fille vêtue de bleu marine. Elle est blonde comme lui, avec de longs et beaux cheveux. Elle n'a pas l'air triste. L'air absent, plutôt. Elle est très pâle. L'inhumation se déroule rapidement et les assistants se dispersent. L'homme et la petite fille se retrouvent peu après seuls à la maison. Pour eux, c'est vraiment maintenant que le deuil commence. Il y a 5 jours, en effet, Denise Lacroix est décédée brutalement, laissant seul son mari Georges et sa petite fille Nathalie, 11 ans. L'enfant, qui n'avait pas pleuré pendant tout l'enterrement, éclate en sanglots. Je m'en veux, j'ai des remords. Il ne faut pas, il n'y a aucune raison. Si. Je n'ai pas été assez gentille avec maman.
Je la revois le soir dans la cuisine. Lorsqu'elle m'a embrassé la dernière fois, j'aurais dû la serrer contre moi, Il ne faut plus penser à cela, Nathalie. Promets-moi de ne plus jamais y penser. Nathalie se raidit et regarde son père droit dans les yeux. Je te promets d'y penser toujours. 21 octobre 1987. C'est un mercredi. Nathalie profite de cette belle journée pour aller promener Sultan. Sultan est un labrador de 6 ans. Il n'est pas facile pour une bête de cette taille de vivre en appartement. C'est pourquoi M. Lacroix le sort toute la matinée des samedis et des dimanches. Nathalie, elle, se réservant le mercredi. Nathalie est pensive. Cela fait un peu plus de 6 mois que sa mère est morte. Elle éprouve toujours autant de chagrin. Malgré les efforts de son père, elle ne parvient pas à s'adapter à la nouvelle situation. Et puis, il n'y a pas que cela. Il y a cette scène terrible, la dernière fois où elle a vu sa mère. Ce baiser qu'elle lui a donné dans la cuisine avant d'aller se coucher. Pourquoi ce souvenir l'obsède-t-il à ce point? Parce que c'est la dernière vision qu'elle a de sa mère, sans doute. Sans doute. Pourtant, Nathalie a la sensation qu'un détail lui échappe, un détail qui a une importance capitale. D'habitude, Nathalie emprunte un itinéraire bien précis avec Sultan, mais cette fois, prise par ses pensées, elle ne s'est pas souciée du chien. Sans lui avoir mis de laisse, elle le suit, machinalement. Sultan a d'ailleurs l'air de savoir parfaitement où il va. Il se dirige vers un quartier résidentiel du centre de la ville. Il se comporte avec beaucoup d'assurance, s'arrêtant au feu rouge, prenant à droite, puis à gauche, selon un trajet assez compliqué. De temps à autre, comme Nathalie tarde un peu, il s'assied pour l'attendre. La petite fille prend brusquement conscience qu'elle se trouve dans une rue où elle n'a jamais été. Elle s'adresse au chien qui poursuit son chemin d'une démarche frétillante. « Mais où est-ce que tu m'emmènes, Sultan ?» Et tout à coup, Sultan pénètre dans un immeuble. C'est une construction bourgeoise du début du siècle. Nathalie est tellement surprise qu'elle marque un temps avant de se lancer à sa poursuite. « Ah, Sultan, ici, tout de suite !» Mais l'animal ne l'écoute pas. À sa suite, la fillette entre dans le hall et il est déjà dans l'escalier. Elle appelle, mais pas trop fort, pour ne pas alerter la concierge. « Sultan !» L'escalier est un bel escalier de marbre avec un tapis rouge. Nathalie arrive au premier étage. Sultan est là, sur le paillasson de la porte de droite. Il agite frénétiquement la queue en poussant de petits gémissements, comme il le fait quand il est content. Mais enfin, Sultan, qu'est-ce qui se passe? Nathalie a un sentiment bizarre. Comme tout cela est étrange. On dirait que c'est là que son chien a voulu l'amener. Mais pourquoi? Elle n'est jamais venue dans cette partie du Mans. Et elle est sûre de n'y connaître personne. À 11 ans, on est curieux. Nathalie ne résiste pas à la tentation, sans réfléchir à la gravité de son geste, ni à ses conséquences, elle sonne. Il y a un moment d'attente, des pas qui se rapprochent. Nathalie est maintenant effrayée. Elle voudrait s'en aller, mais il est trop tard, la porte s'ouvre. « Vous désirez ?» C'est une grande femme blonde d'une 30aine d'années qui vient d'apparaître sur le seuil. Elle est vêtue avec distinction et elle est très belle. Nathalie cherche désespérément un mensonge, mais le chien ne lui en laisse pas le temps. En un bond joyeux, il a sauté sur l'arrivante et danse autour d'elle en aboyant. La femme est tellement surprise qu'elle manque de tomber à la renverse. Elle finit par retrouver ses esprits. Mais qu'est-ce que cela signifie? Nathalie est complètement troublée, elle aussi. Elle agrippe son chien, le tire par le collier en bredouillant quelque chose comme « Je me suis trompé, excusez-moi ». Elle disparaît à toutes jambes en tirant Sultan derrière elle. En franchissant la porte de l'immeuble, elle lève pourtant les yeux pour voir le numéro 31. Un peu plus loin, elle regarde sur une plaque le nom de la rue, c'est la rue Thiers, 31 rue Thiers. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Le soir, lorsque son père rentre, Nathalie Lacroix l'interroge sans attendre. Elle lui lance à brûle-pourpoint. 31 rue Thiers, ça te dit quelque chose? Georges Lacroix est totalement pris de court. Il cherche ses mots, mais il renonce. Il balbutie. Qui t'a parlé de Catherine? Personne. Catherine, c'est une grande blonde. Mais comment sais-tu tout cela? Alors Nathalie explique ce qui s'est passé, comment elle a suivi Sultan jusque sur le palier du premier étage. Tandis qu'elle parle, M. Lacroix reprend peu à peu contenance. Il finit par déclarer « Écoute Nathalie, dans un sens, je suis content de ce qui est arrivé.
Cela ne pouvait pas continuer ainsi, il valait mieux que tu saches. Alors voilà, Catherine est une dame très gentille, qui m'aime beaucoup, et moi aussi je l'aime beaucoup. C'est pour cela que de temps en temps, nous avons envie de nous voir. Mais quand cela, papa? Eh bien, le samedi et le dimanche matin, quand je vais promener Sultan. Tu comprends maintenant pourquoi Sultan t'a emmené là-bas. Lui aussi, il la connaît bien, Catherine, et il l'aime bien. Nathalie reste songeuse. Son front se barre de plusieurs rides. Mais alors, papa, quand tu disais que tu allais avec Sultan dans le parc, ce n'était pas vrai. Bien sûr, mais c'était un mensonge. Je sais, j'ai eu tort, Nathalie. Mais il y a longtemps que tu fais ça. C'était bien avant la mort de maman. Georges Lacroix ne répond pas. Il regarde sa fille avec désespoir. Celle-ci le fixe avec une incroyable dureté. Tu as menti aussi à maman? Pourquoi allais-tu la voir quand maman était là? Tu n'aimais pas maman? Tu l'aimais elle? Georges Lacroix ravale sa salive. Écoute, Nathalie, je viens de décider une chose. Catherine va habiter ici, comme cela, il n'y aura plus de mensonges entre nous. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Elle me parle souvent de toi. Elle me demande de tes nouvelles. Tu es contente, Nathalie? Tu veux bien que la gentille dame vienne ici? Non. Nathalie, sois raisonnable. Tu as vu comme Sultan l'aimait. S'il l'aime, c'est qu'elle est gentille. Les chiens ne peuvent pas se tromper. Si, les chiens peuvent se tromper. Le voisin du dessous, il est méchant et pourtant son chien l'aime. Je ne veux pas qu'elle vienne à la maison. Oh, ça suffit, hein. Catherine viendra. Je l'ai décidé. 6 juin 1990. Cela fait un peu plus de 3 ans que Madame Lacroix est morte. Enfin, la première Madame Lacroix, car depuis 6 mois, il y en a une seconde. Georges a épousé Catherine. Cette dernière a tout fait pour se faire aimer, ou du moins accepter de Nathalie. Mais ses efforts ont été vains. Ni les cadeaux, ni les attentions quotidiennes n'ont pu faire fléchir la haine de l'enfant. Car c'est bien de haine qu'il faut parler. Une haine ouverte, totale. Ne pouvant s'en prendre directement à la maîtresse de son père, Nathalie s'est vengée sur le chien. Sultan est devenu son souffre-douleur, à tel point qu'il a fallu le donner à des amis. Ce 6 juin 1990, Nathalie Lacroix est en train de faire ses devoirs dans sa chambre. Elle est installée devant un bureau à cylindre qui était autrefois celui de sa mère et qu'elle a obtenu de garder pour elle, comme d'ailleurs d'autres objets. Nathalie est à présent une jolie jeune fille de 14 ans qui paraît plus que son âge. Elle serait assurément ravissante si elle n'avait cet air un peu dur qui la vieillit. Nathalie s'arrête au milieu de ses devoirs. Tiens, elle n'avait jamais remarqué ce petit décrochement dans le tiroir à côté de l'encrier. Elle y passe le doigt et, surprise, un ressort se déclenche et un tiroir secret apparaît. À l'intérieur, il y a un carnet jaune. Nathalie s'en saisit. Pour l'instant, elle est plus intriguée qu'émue. Elle ouvre la première page et reconnaît l'écriture de sa mère. En haut, il y a une date. 1er mars 1987. Nathalie sursaute. C'est un peu moins d'1 mois avant la mort de sa mère. Au fait, de quoi est-elle morte? Elle se rend compte soudain qu'on lui a toujours caché. À présent, Nathalie redoute ce qu'elle va découvrir, mais il est trop tard. Elle commence à lire. 1er mars. Je suis pratiquement certaine de ne pas me tromper. Il faut absolument que j'aie une discussion avec Georges. Je la redoute énormément, mais cela ne peut plus durer. 9 mars. Je sais tout. Il m'a tout dit. Elle s'appelle Catherine. Il l'aime et il m'a demandé le divorce. Je dois prendre sur moi et accepter. Penser à Nathalie. C'est cela qui doit me guider. 15 mars. Je n'en peux plus. Je n'arrive pas à renoncer à Georges. C'est au-dessus de mes forces. Nathalie blême tourne rapidement les pages pour arriver à la dernière. 29 mars, j'ai pris ma décision. Ce sera pour cette nuit. Nathalie ne se rendra compte de rien. Nathalie pousse un cri.
Maintenant, elle comprend tout, elle revoit la terrible scène de la cuisine, avec le détail qui lui échappait. Juste avant de venir l'embrasser, sa mère est allée prendre un verre d'eau sur l'évier. Elle lui a tourné le dos, et elle a fait un geste que Nathalie n'a pas vu. À présent, elle en est sûre. C'est à ce moment-là qu'elle a avalé les comprimés mortels. Elle s'est suicidée sous ses yeux. Comme une folle, la jeune fille fait irruption dans le salon où se trouvent son père et sa belle-mère. Elle leur lance « Je veux aller dans un orphelinat ». Stupeur Delacroix. Georges réagit le premier. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que je n'ai plus de parents. Ma mère est morte il y a 3 ans, et toi tu viens de mourir. Mais tu as perdu la raison. Comment as-tu pu vivre, en sachant que tu étais directement responsable du suicide de maman? Comment as-tu pu retourner le samedi et dimanche suivant chez cette femme, avec ton chien? Comment as-tu pu l'installer ici et m'imposer sa présence? Nathalie Lacroix se retourne vers sa belle-mère. Et vous? Comment avez-vous pu accepter de vivre avec un homme responsable de la mort de sa femme? Comment avez-vous pu vivre sous le toit de la morte, couché dans sa chambre, dans son lit, dans ses draps? Nathalie! Mais Nathalie a déjà claqué la porte. Nathalie Lacroix, n'étant pas orpheline au sens juridique du terme, n'a pas été dans un orphelinat, mais elle a été placée en pension dans son lycée, et elle n'a depuis jamais revu ni son père, ni sa belle-mère. Et il faut dire qu'on peut la comprendre. Quand Homero Pagliani apprend que sa fille unique vient d'être déshonorée, il sait ce qu'il lui reste à faire, venger son honneur. Et quand le séducteur refuse de réparer, Homero sort son poignard de sa poche. Laetitia, qu'est-ce qui se passe? Rien, papa, rien. Mais Laetitia, des larmes plein les yeux, ne peut mentir à son vieux père Homero le charbonnier. T'es malade? Laetitia hausse les épaules. Je vais rentrer au couvent. Au couvent? Mais t'es folle. Homero, ouvrier dont le cœur est bien rouge, n'en revient pas. Ça, Laetitia, bonne sœur. Oh, mais quelle mouche la pique! Si, papa, c'est tout ce qu'il me reste à faire. Homero regarde Laetitia avec plus d'attention. Toi qui me caches quelque chose. Et les larmes de Laetitia redoublent comme un aveu. Tu n'es pas par hasard... La phrase reste en suspens dans la bouche d'Homero. Si, justement. Je le sais depuis 15 jours. Enceinte? Sans être mariée? À 16 ans à peine? Oh nom de... Homero enfonce son poing contre ses lèvres, comme s'il voulait s'étouffer. Une bordée de jurons s'échappe inintelligible de sa bouche cuite par le soleil. De son autre main, il frappe à coups redoublés sur la porte de la petite salle, une grosse porte de chêne qu'il a faite de ses propres mains pour empêcher le malheur de rentrer dans sa maison. Mais aujourd'hui, après la mort de sa pauvre Michaëla, sa femme, emportée par la tuberculose, il faut qu'une nouvelle fois le malheur frappe. Et qui est le père? Homero, malgré sa surprise, ne perd pas le sens des réalités. C'est Mauricio. Homero accueille cette nouvelle sans enthousiasme. Mauricio, d'un ouvrier dont la moralité lui semble suspect. Mais après tout, il est libre, bien bâti. Si Mauricio accepte de réparer en épousant Laetitia, les choses pourraient s'arranger. Et s'il t'épouse, il refuse. Quand je lui ai annoncé que j'attendais un petit, il m'a ri au nez, il m'a lancé « L'homme n'est pas rivière, il peut retourner en arrière ». T'as dit ça? Après ce qu'il t'a fait? Le lendemain, Homero, qui s'est trouvé Mauricio, se poste sur le chemin du suborneur au moment où celui-ci, d'un pas nonchalant, regagne son domicile pour se coucher. « Mauricio, viens ici. J'ai à te parler. » Le lendemain, on trouve le cadavre de Mauricio baignant dans son sang. Un coup de poignard lui a réglé son compte. Mais dans le petit village de Fiumibianco, les rumeurs vont vite. Homero Pagliani, interrogé par les carabiniers, ne se donne même pas la peine de nier. Il devait payer. Quand je lui ai demandé de réparer, il m'a ri au nez, il a insulté ma petite Laetitia, la traitant de fille de joie. Alors mon sang n'a fait qu'un tour et... Le capitaine des carabiniers l'interrompt. Et tu as sorti le poignard que tu avais préparé pour accélérer la discussion.
Et c'est ainsi devant la preuve de sa préméditation qu'Omero Pagliami se retrouve dans la prison de Bari, condamné pour 2 ans et demi. Laetitia reste seule, en attendant de mettre au monde l'enfant du séducteur mort. À quelques semaines de là, sur le port de Bari, une patrouille de police circule lentement dans une voiture dont tous les feux sont éteints. Tu es certain de ton tuyau, Michaele? Absolument, brigadier. C'est le petit Filippino, le trafiquant de montres, qui nous a donné tous les détails. Il sait qu'il a tout intérêt à nous renseigner s'il ne veut pas nous avoir sur le dos trop souvent. Attention! Regarde là-bas, le camion! Oui, on les tient. Au bout du quai, plongé dans l'ombre, un camion égaré tout près de la plateforme de déchargement d'un entrepôt. À cette heure de la nuit, tout devrait être immobile. Mais, sous la clarté de la lune, les carabiniers, accompagnés de membres du service des douanes, voient que la porte de l'entrepôt est ouverte. Quelques hommes, silencieusement, font la chaîne entre le hangar et le camion, faisant passer de main en main des colis. Les policiers et les douaniers bondissent, l'arme au poing. « Oh les mains, police, vous êtes faits !» Les hommes qui se transmettent les colis s'arrêtent, interdits, éblouis par les lampes puissantes que les policiers braquent dans leurs yeux. Toute la bande se retrouve devant le juge. Flagrant délit, trafic de cigarettes de contrebande. Les commanditaires ne sont pas inquiétés, les sous-fifres, pris la main dans le sac, se retrouvent sous les verrous. Au bout de quelques semaines, la porte de la cellule d'Omero s'ouvre. Réveillé par le bruit des clés dans la serrure, celui-ci voit entrer Filippino, le gardien-chef. Derrière lui, un homme encore jeune, les mains entravées par des menottes, regarde l'intérieur de la cellule d'un air triste. « Omero, voilà de la compagnie. Toi, tu prends le lit d'en haut. » Le nouvel arrivant ne répond rien, tandis que le gardien lui enlève ses menottes. Le nouveau venu attend que la porte soit refermée pour faire l'inspection du pauvre mobilier de la cellule. Une table, 2 chaises, 2 lits superposés, une tinette dans un coin, un poste de radio comme seul luxe. Le tout éclairé par la lumière parcimonieuse de la fenêtre grillagée. « Je m'appelle Gianfranco. » Omero répond laconique, et moi Omero. Et la conversation s'arrête là. La vie à deux s'organise, du réveil au coucher, ponctuée par les distributions de gamelles. Avec les promenades dans la cour aux murs immenses. Puis une lettre arrive pour Omero. Gianfranco ne reçoit rien. Alors c'est lui qui aborde le chapitre des confidences. J'en ai pour 18 mois. Je me suis fait ramasser dans une histoire de contrebande de cigarettes. J'étais au bout du rouleau. J'avais plus un sou. Omero hoche la tête, mais ne fait aucun commentaire. De temps en temps, il sort de sa poche une lettre et une photo. Gianfranco aperçoit un visage de jeune fille, une jolie brune. Omero la couvre de baisers. « C'est ta fille ?»« Oui. Et c'est pour venger son honneur que je suis là. » Et Omero, petit à petit, se laisse aller à raconter son histoire. Et à chaque fois qu'il parle de Laetitia, il ne peut retenir ses larmes. Que va-t-elle devenir? Et bientôt elle aura son enfant. Comment va-t-elle se débrouiller? J'ai peur pour elle. Dieu sait à quoi elle sera réduite. Au bout de quelques semaines, Gianfranco se décide et demande à Omero: « Si tu le permets, j'aimerais écrire à Laetitia. »« Pourquoi faire? Tu crois qu'elle a le temps de te répondre? Écoute, j'ai vu la photo de Laetitia, tu m'as raconté son histoire, tu me parles d'elle presque tous les jours. Je sais que je ne suis pas un bon parti avec mon casier judiciaire. Mais si elle veut bien de moi, je te propose de l'épouser à ma sortie de tôle et d'être un vrai père pour son enfant quand il sera né. » Omero se gratte la tête. « Débrouille-toi, je veux pas m'en mêler. Tiens, voilà son adresse. » Et le soir même, Gianfranco, en tirant un peu la langue, en faisant plusieurs brouillons, envoie sa première lettre à Laetitia. « Chère mademoiselle Laetitia, cette lettre va vous surprendre, car je ne sais pas si votre père vous aura déjà parlé de moi. Je partage sa cellule à la prison de Bari, mais je ne suis pas un grand criminel. Je purge une peine de 18 mois pour une erreur. C'est la nécessité qui m'a poussé, mais je suis un bon garçon. » En recevant cette lettre, Laetitia est surprise et étonnée, méfiante aussi. Le souvenir des paroles de Mauricio est encore dans sa mémoire. Elle hésite à répondre et demande par courrier conseil à son père. Celui-ci calligraphie péniblement un petit mot. « Ma chère Bambina, Gianfranco a l'air d'un bon garçon, signé Omero. » C'est court. De toute manière, Laetitia, dont le ventre s'arrondit, n'a personne dans le village vers qui chercher du secours. Elle se débrouille pour survivre avec le lait de la vache et les légumes du jardin.
Elle doit faire un peu de repassage chez une dame qui l'emploie par charité. Aussi, un soir, elle aussi prend son papier, son stylo et écrit. Cher Gianfranco, c'est bien difficile d'écrire à un inconnu. Mais sans parler de mes problèmes personnels, je vous remercie pour toutes les attentions que vous pourrez avoir pour mon cher papa. C'est un brave homme qui a sacrifié son honneur pour venger le mien. Maintenant, il paie sa dette, mais je suis certaine qu'il apprécie votre amitié. Gianfranco est un peu déçu par cette réponse un peu réticente. Il répond, Laetitia répond à son tour, jusqu'au jour où il dévoile son projet. Chère Laetitia, j'ai surtout un avantage, c'est que je connais ton visage par la photo que tu as envoyée à ton père. Moi, je ne peux pas t'envoyer de photo, mais je t'ai dit que je suis pas mal comme physique. Si tu veux bien de moi, quand je sortirai de prison et quand j'aurai retrouvé un travail, je te propose de t'épouser et d'être le père de ton enfant. Laetitia répond très rapidement, cher Gianfranco, je suis certaine que tu es honnête. Dans ma situation, je n'ai pas d'autre espoir que celui de rencontrer un brave garçon. Après tout, que m'importe ton passé, que m'importe ton physique, seul le cœur est important, moi aussi, j'aurai beaucoup d'amour pour toi. Les semaines passent, monotones, dans la prison. Gianfranco et Homero se font remarquer, car ce sont des prisonniers modèles. Gianfranco demande un jour à voir le directeur de la prison et lui explique ses projets de mariage. Vous comprenez, si j'épouse Laetitia, je ferai à nouveau d'elle une femme honorable. Elle pourra élever son enfant sans honte, il portera mon nom. Nous verrons. Le directeur ne fait aucune promesse superflue. À présent, Laetitia change de ton dans ses lettres. Mon Gianfranco, de plus en plus je suis certaine que je peux te faire confiance. Si tu veux bien, nous considérerons à partir d'aujourd'hui que nous sommes fiancés devant Dieu. Je suis allé à l'église et j'ai fait la promesse à la Vierge de t'épouser, si tu veux toujours de moi et de mon enfant. Gianfranco est fou de joie en recevant cette lettre, et il la montre tout aussitôt à Homero, qui, sans un mot, le serre dans ses bras. Il ne reste plus qu'à attendre. Quelques semaines plus tard, Gianfranco est à nouveau convoqué chez le directeur. « Mirelli, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre comportement, depuis que vous êtes chez nous, m'a donné toute satisfaction, c'est pourquoi j'ai obtenu pour vous une permission exceptionnelle de 20 jours. Je vais pouvoir rejoindre Laetitia, évidemment. Et je pense que vous allez en profiter pour réaliser votre projet et épouser la fille de Pagliami. Puis je compte sur vous pour regagner nos murs et terminer gentiment votre peine. Ensuite, vous aurez payé votre dette et vous serez un homme nouveau et libre. » Quelques jours plus tard, Laetitia, qui voit son ventre s'arrondir de manière spectaculaire, attend assise sur un banc à l'arrêt de l'autobus qui vient de Paris. Quand celui-ci apparaît en haut de la côte, elle sent son cœur qui bat plus vite et se demande si elle n'a pas fait une folie de plus en acceptant d'épouser Gianfranco, un parfait inconnu et un prisonnier de droit commun. La porte de l'autobus s'ouvre et Laetitia, qui s'est mise debout, examine tous ceux qui descendent du véhicule. Mais sans l'avoir jamais vu, elle reconnaît Gianfranco au premier coup d'œil. Tous deux restent ainsi, un moment, silencieux, en plein soleil. Puis, d'un même mouvement, ils se jettent dans les bras l'un de l'autre. Le soir même, Gianfranco dort dans le lit de Laetitia. Après tout, ils n'en ont pas d'autre, et ils sont fiancés. Mais il ne se passe rien. Ils passent le plus clair de la nuit à se parler d'eux-mêmes, à faire des projets. Je te respecterai jusqu'au jour du mariage. Pourtant, si tu savais comme j'ai envie de toi. Merci d'attendre, mon chéri. D'autant plus qu'après tous ces mois de prison. Et quelques jours plus tard, avec pour tout témoin la bonne du curé et l'épicier, Laetitia devient enfin Madame Gianfranco Mirelli. Au sortir de la mairie, une surprise l'attend. « Papa !» Son père, accompagné par un inspecteur, qui se fait aussi discret que possible, est là. Permission de 24 heures pour conduire sa fille jusqu'à l'église. Décidément, le directeur de la prison est un brave homme. En sortant de l'église, une autre bonne surprise attend les nouveaux mariés. L'épicier s'approche. « Mirelli, tu m'as l'air d'un brave garçon. Ce que tu viens de faire pour Laetitia mérite une récompense. Si tu veux, j'ai un travail à te proposer pour tes 20 jours de liberté. » Et c'est ainsi que pendant les belles journées qui suivent la noce, tous les matins, Gianfranco et Laetitia rejoignent la troupe des cueilleurs d'olives de Fiumibianco. Oh, Laetitia ne fait pas grand-chose, forcément dans son état. Elle s'assied au pied d'un arbre et garde les enfants en bas âge des autres femmes. « Vite, vite, venez! Laetitia se trouve mal, elle est malade !» Le gamin qui vient prévenir les cueilleurs d'olives s'époumonne, les autres femmes se mettent à rire. On la connaît, sa maladie. On l'a tout tué à notre tour. Elles savent comment faire, même quand il faut improviser. Ce serait mieux si on avait de l'eau chaude, mais la source est pure. « Gianfranco,
C'est une fille. Oh, on va l'appeler. Laetitia, on n'y a même pas pensé. Comment va-t-on l'appeler? Tu n'as qu'à l'appeler Olivia. Et c'est avec Olivia dans les bras que Laetitia raccompagne son mari quand au bout de 20 jours, il remonte dans l'autobus qui le ramène à Bari. Il lui reste encore 17 mois à accomplir. Mais le temps passera vite, pour lui, pour Laetitia, et même pour Romero. Pour Steve Vaughan, employé au centre d'aiguillage du ciel de Miami, en Floride, ce 22 septembre 1987 s'annonce comme tous les autres jours. Dans le haut-parleur de la salle de contrôle, il entend les appels des divers pilotes qui décollent ou font leur procédure d'approche. Sur son écran radar, des points lumineux grossissent ou diminuent en clignotant. Il est exactement 9h03 lorsqu'il dresse l'oreille. Au milieu du grésillement routinier des voix, il y en a une qui n'est pas comme les autres. D'abord, c'est une voix de femme, mais surtout, il semble, car l'audition est mauvaise, l'appel doit venir de loin, que la personne soit complètement affolée. Et puis, il y a ce qu'elle dit qui est étrange. Il règle ses appareils sur la fréquence d'émission. C'est bien ce qu'il avait cru entendre, le mot « mari ». « Mon mari, mon mari !» Steve Vaughan prend son micro. « Ici, Miami, je vous écoute. Donnez votre immatriculation. » La voix de la femme, maintenant très distincte, est paniquée. « Quelle immatriculation ?»« C'est mon mari, il pilotait. Il vient d'avoir un malaise. Qu'est-ce que je dois faire ?»« Donnez-moi votre immatriculation. C'est indispensable pour vous repérer, quoi qu'il soit arrivé. L'immatriculation de votre avion. Faites un effort. Vous devez avoir entendu votre mari la donner. »« Oui, je crois me souvenir... 330 Golf India Hotel. »« Ok, Golf India Hotel. Vous pensez que votre mari va pouvoir reprendre les commandes ? » ?»« Je ne crois pas, il ne bouge pas. »« Et vous ? Est-ce que vous avez des notions de pilotage ?» Dans le haut-parleur de Steve Vaughan, la voix féminine devient un véritable cri de détresse. « Mais je ne sais même pas conduire !» Steve Vaughan essaie de garder un ton aussi calme que possible. « Il y a combien de temps que votre mari a perdu connaissance ? » ?»« Je ne sais pas, quelques minutes. »« Et l'avion continue sa route normalement ? » ?»« Oui, enfin ça en a l'air. C'est donc que le pilote automatique est branché. Pour l'instant, vous ne risquez rien. Vous m'entendez, vous ne risquez rien. Je vous quitte un instant et je reviens. » Dans le haut-parleur, il y a un cri de terreur. « Ne me laissez pas toute seule !»« Je ne vous laisse pas toute seule, au contraire, j'appelle du renfort. Ne touchez à rien. Je vous le répète, vous ne risquez rien. » Steve Vaughan coupe la communication et branche le dispositif d'alerte permettant d'appeler en même temps tous les avions. « Mayday, Mayday, cessez d'émettre sur la fréquence 123.5, appareil en perdition. Je répète, appareil en perdition. » Ensuite, il appelle les autorités aériennes, leur décrit la situation et leur donne l'immatriculation de l'avion. Après quoi, il revient à sa communication. Il perçoit distinctement des sanglots. « Golf India Hotel, je suis là. Maintenant, je ne vous quitte plus. » Votre mari n'a toujours pas refait surface ? Son interlocutrice invisible renifle bruyamment. Non. Savez-vous où vous êtes ? Il y a de l'eau. C'est sûrement un lac. Vous connaissez votre itinéraire ? Nous allions de Saint-Pétersbourg à Fort Lauderdale. Mon mari voulait que nous allions passer un week-end en amoureux. Nouvelle crise de sanglots. Dans cette heure de contrôle, Steve Vaughan se dit que la personnalité de son interlocutrice n'arrange pas les choses. Elle arrête soudain ses pleurs, mais cette fois, c'est bien pire. Elle se met à crier. « Le moteur, il a dératé, il va s'arrêter !» Steve Vaughan a immédiatement compris ce qui est en train de se passer. Tous les avions de tourisme modernes ont 2 réservoirs d'essence. L'appareil est à un peu plus de la moitié de son chemin et il faut passer du réservoir droit, qui ne va pas tarder à être vide, à celui de gauche, qui est plein. Seulement, la disposition des commandes varie selon les modèles et le temps presse. Connaissez-vous le type de votre appareil ? Non, pas du tout. Faites un effort. Mais je ne sais pas. Je ne sais même pas reconnaître les voitures. Heureusement, un des collègues de Steve Vaughan, car c'est la mobilisation générale à Miami et la tour de contrôle se remplit d'instant en instant, lui tend une feuille de papier. Grâce à son immatriculation, on vient d'identifier l'avion en perdition. Il s'agit d'un Piper Cherokee appartenant à Richard Yardley, 66 ans. C'est sa femme Hélène, 61 ans, qui est aux commandes. Un Piper Cherokee. Steve Vaughan connaît parfaitement ce genre d'appareil. Ok, Hélène. Vous allez passer du réservoir de droite sur celui de gauche. Devant vous, vous avez un bouton blanc avec 3 positions. Gauche, droite et fermé. Vous le voyez ? Je le vois. Il doit être sur droite.
Vous allez le mettre sur gauche. Oui, voilà, ça y est. C'est peut-être le fait de s'entendre appeler par son prénom, toujours est-il que la femme est soudain plus calme. Bravo, Hélène! Et comment va le moteur à présent? Il tourne normalement. Un collègue apporte de nouveau un feuillet à Steve. On m'apprend qu'un avion comme le vôtre s'est dérouté. Il vient à votre rencontre. Vous n'avez pas tardé à le voir. Pour la première fois, il y a un cri d'espoir dans le haut-parleur. Le pilote va sauter dans le mien. Ah non, non, ça c'est impossible. Même le plus grand cascadeur ne pourrait pas réussir une chose pareille. Mais je crois que je l'ai vu dans un film. Ben justement, c'était du cinéma. Écoutez-moi, Hélène. En attendant, vous allez essayer de diriger l'avion. Vous allez quitter le pilotage automatique. Oh, ça jamais! Calmez-vous. Tôt ou tard, il faudra le débrancher. Il faut profiter que vous avez de l'altitude pour vous entraîner. Mais je ne saurai jamais. C'est tout simple. Vous voyez ce boîtier devant vous? Il y a une petite manette. En la poussant à gauche, l'avion va à gauche. En la poussant à droite, à droite. Allez à droite. Mais je vais m'écraser. Vous allez tourner à droite, c'est tout. Faites-le, Hélène. Il y a un moment de silence. Et de nouveau la voix de Steve Vaughan. Eh bien, vous voyez que vous y arrivez? Ben, comment savez-vous que je l'ai fait? Je vous vois sur mon écran radar. Maintenant, à gauche, doucement. Reprenez votre cap. C'est bien. À présent, vous allez réduire les gaz. Il faut économiser l'essence. C'est cette manette rouge devant vous. Rouge. En la poussant, vous allez diminuer la vitesse. Légèrement, pas trop. Il y a un instant, puis la voix faible d'Hélène. Voilà. Maintenant, vous allez vous entraîner avec le manche à balai. Vous savez ce que c'est, au moins? Oui, ça, je sais. Alors, en le poussant vers l'avant, l'avion pique du nez et la vitesse augmente. En le tirant vers l'arrière, il se redresse. Et la vitesse diminue. Alors, allez-y, mais lentement, hein, avec des gestes très doux. Faites des montagnes russes. Et la leçon en plein ciel se poursuit. Hélène, la sexagénaire, qui n'a pas son permis, qui ne sait pas distinguer une Cadillac d'une Chevrolet, s'entraîne à réduire et augmenter la pente, à tourner, à monter, à descendre. Soudain, elle a une exclamation. « Oh, un avion devant moi !» Eh bien, je vais vous laisser. C'est à lui de jouer maintenant. Faites tout ce qu'il vous dira. Au revoir, Hélène, et bonne chance. Merci pour tout. Vous ne m'avez pas dit votre nom? Vaughan. Steve Vaughan. Merci, Steve. Dans le Piper Cherokee, il y a un silence, ou plutôt le ronronnement continu du moteur. Et puis soudain, une voix beaucoup plus claire et forte que précédemment. « J'appelle Golf India Hotel. Me recevez-vous? Oui, très bien. Je suis Wayne Rosberg. C'est moi qui suis dans l'avion devant vous. Pouvez-vous encore tenter quelque chose du côté de votre mari? Comment est-il? Eh bien, il est la tête en avant sur son siège. Il est maintenu par la ceinture de sécurité. Dans la tour de contrôle de Miami, où la conversation est suivie avec angoisse, on entend la voix de Madame Yardley qui appelle quelque temps « Richard, Richard !» puis qui s'adresse de nouveau au pilote de l'autre avion. Il n'y a rien à faire. J'ai beau le secouer, il n'a pas plus de réaction qu'une poupée de chiffon. Est-ce que vous pensez que je ne pense rien? Je ne sais qu'une chose, la seule chance qu'il ait de s'en sortir, c'est avec vous. Et pour cela, il faut que vous posiez l'avion. Oui, vous avez raison. Vous allez faire exactement tout ce que je fais. Calquez votre position sur la mienne et tout ira bien. Vous allez réduire légèrement les gaz. Il s'agit de la manette rouge. Je me souviens. Bravo. Vous êtes une vraie championne. Cap à droite maintenant. Et miraculeusement, le guidage en plein ciel se passe sans incident. Hélène Yardley obéit aux instructions, sans hésitation, sans demander où se trouvent les commandes pour effectuer les diverses manœuvres. Au bout d'un long moment, elle reprend la parole. « Où me conduisez-vous » ? « À Dead Collier. C'est l'aérodrome le plus proche. »« Est-ce qu'il y aura des secours ?»« Oui. Une ambulance, les pompiers. Mais vous n'en aurez pas besoin. Je parle pour mon mari. Il y a tout ce qu'il faut, y compris un hélicoptère, pour le prendre en charge. » De nouveau un long silence, puis la voix du pilote. « Nous allons nous poser. Vous voyez votre altimètre? Il doit marquer 5100 comme le mien. Nous sommes à 5100 pieds. Nous allons descendre jusqu'à 300 pieds, et là commencera l'atterrissage proprement dit. Le terrain est là? Nous sommes juste au-dessus. Ah, je le vois. Mais j'y arriverai jamais. Calmez-vous. Mais c'est tout petit. Nous sommes trop hauts, j'ai le vertige.
Ne regardez plus en bas, regardez mon avion. Vous me voyez? Oui. Ne me quittez pas des yeux et faites comme moi. Prenez le manche à balai, poussez-le vers l'avant, pas trop, réduisez les gaz, et à présent un large tour sur la gauche. Hélène Yardley s'est tue. Elle n'aimait plus de temps en temps que des petits oui-oui en réponse aux ordres du pilote. Ce dernier a soudain une exclamation. « Bravo! Vous êtes exactement dans l'axe de la piste à 300 pieds. Mais je n'y arriverai pas. Descendez et cabrez l'appareil juste à l'approche du sol. J'ai peur. Descendez. Oui, c'est bien. Maintenant cabrez, coupez tout. Non, ne remontez pas. Vous allez quitter la piste. Coupez tout. » Le Piper Cherokee touche brutalement le sol, rebondit 3 fois, quitte le terrain et continue dans l'herbe. Il y a un grand fracas de tôle. La roue avant sous le nez de l'appareil se casse et l'avion s'immobilise. La voiture de pompiers et l'ambulance arrivent sirène hurlante, mais il est visible qu'il n'y a que de la casse matérielle. Hélène se dégage toute seule. On l'entoure, on la réconforte. Il est exactement 10h06. Sa terrible aventure a duré 63 minutes. Mais elle n'est pourtant pas terminée. Elle va connaître un tragique épilogue. Un médecin qui était monté dans le cockpit revient vers Hélène. « Je suis désolé, madame. Votre mari est mort. Il a été sans doute foudroyé par une crise cardiaque. Mais vous avez vraiment tout fait pour lui. Vous pouvez être fier de vous. » Après tant d'épreuves, Hélène Yardley ne sait plus où elle en est. Elle est secouée d'un grand tremblement et d'un rire nerveux. Dire qu'il m'avait proposé de faire une initiation au pilotage de 4 heures, et que je lui avais répondu « Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre en 4 heures ?» À l'instant crucial, où un désespéré menace du haut d'un pont « Je vais sauter !» Que lui répond sa femme? Plus personne ne va divorcer à Las Vegas. La mode est à Mexico. Dieu sait pourquoi. Les formalités y sont probablement plus simples. Et plus personne ne conteste un divorce. Ça ne sert à rien. Anthony Caserino, 47 ans, conteste tout. Anthony est amoureux de sa femme. Trop amoureux. Jalousement amoureux. Depuis 1 an, Caroline a tenté 1000 fois de lui faire comprendre que le mariage battait de l'aile et qu'un bon divorce valait mieux qu'un mauvais mariage. Caroline est allée jusqu'à accepter l'arbitrage d'un conseiller conjugal. C'était à la mode, ça aussi, du côté de Manhattan. Le conseiller était d'accord, divorce. Même les enfants étaient d'accord. Devenus grands, 16 et 19 ans, ils avaient exprimé ainsi leur opinion personnelle. Une dispute par soir, une bagarre par nuit, une colère par petit déjeuner, ça recommence, ils se battent. C'est plus vivable. Le seul à ne pas être d'accord, c'était Anthony. Il ne l'est toujours pas. Et il sonne un soir à la porte des parents de Caroline, son ex-femme. « Je veux la voir. Elle n'avait pas le droit d'aller divorcer à Mexico, je l'aime. »« Anthony, soyez raisonnable. D'ailleurs, Caroline refuse de vous voir. Elle ne sait plus quoi vous dire. Moi, je sais, parce que moi, je l'aime. »« Anthony, rentrez chez vous. Je n'ai plus de chez moi. Chez moi, c'était avec elle. Je refuse de divorcer. Mais vous ne pouvez pas, il est effectif, ce divorce. Personne n'a le droit de décider pour moi. » 1 heure de discussion, fatigue, problème avec les voisins, menaces. Anthony finit par s'en aller. Hélas, 2 heures plus tard, en pleine nuit cette fois, il est à nouveau planté devant la porte des parents de son ex, complètement ivre, ce qui n'arrange rien. « Je vais me suicider, je vais mourir pour elle, comme ça elle comprendra que je l'aime. » Réfugié dans son ancienne chambre de jeune fille, après 20 ans de mariage, dont une bonne dizaine d'années infernales, Caroline est à bout de nerfs. Elle n'en peut plus, vraiment plus. Anthony est de plus en plus fou. Et il refuse de plus en plus de l'admettre. Il boit. Et les derniers temps, il la battait. Si c'est ça l'amour. Caroline passe la tête à une fenêtre. « Anthony, si tu ne files pas d'ici tout de suite, j'appelle la police. Tu n'as pas le droit d'ennuyer mes parents. Ils sont âgés. Fous le camp. »« Mais je m'en fous. Reviens à la maison. Si tu me dis non encore une fois, je vais sauter du pont. Mais fais ce que tu veux. Mais fiche le camp. » Et Caroline, à bout d'arguments, referme la fenêtre. La main sur le téléphone, elle hésite à appeler la police. Vaudrait mieux pourtant.
Mais elle en a tellement marre, Caroline. 1er janvier 1980, Anthony a encore fait un scandale pour le réveillon et a meuté tout l'immeuble où ils habitaient. Ce sont les voisins qui ont appelé la police et il a passé une nuit en cellule, pour pas grand-chose, car il a recommencé au prétexte suivant, l'anniversaire de sa femme. Depuis qu'il refuse de se soigner, refuse d'arrêter de boire, refuse tout en bloc. Caroline a pris la seule décision qu'elle croyait définitive, le divorce. Et voilà qu'il refuse aussi d'accepter le divorce, pourtant rendu depuis une semaine, dont il a été avisé légalement, qui ne le pénalise même pas puisque Caroline lui a laissé l'appartement, les meubles et ne réclame même pas de pension alimentaire. À quoi bon? Si Anthony continue à vivre comme un obsédé, il finira par se faire renvoyer de son job et se retrouvera sur le pavé. Ça lui pend au nez depuis des mois. En fait, Caroline a pris la fuite. C'était l'unique solution. Ce soir, 26 septembre 1980, minuit passé, elle a donc crié par la fenêtre « Fais ce que tu veux, mais fous le camp !» Un grand silence s'ensuit. Au bout de quelques minutes, prudemment, le vieux papa de Caroline met le nez à la fenêtre. Plus d'Anthony. Enfin, l'énergumène s'est résigné. La nouvelle fait le tour de la famille par téléphone. Caroline rassure ses enfants, sa fille, son fils, étudiants tous les deux à l'université. Puis, la propre mère d'Anthony, Madame Casserino, couturière à la retraite, maman de ce fils unique et caractériel, qui n'a pas toujours accepté les récriminations de Caroline, mais se rend presque à l'évidence, comme tout le monde. Oh, si seulement il acceptait de se soigner. Vous pourriez revivre ensemble. Oh, belle maman, je ne peux pas vous promettre une chose pareille. Il y a plus de 10 ans que la vie est insupportable avec lui. J'ai tenu le coup pour les enfants. Maintenant, c'est fini. Un soir, c'est la déclaration d'amour fou. Le lendemain, il me tape dessus. Non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. 2 heures du matin, tout le monde dort dans la famille. Caroline a pris un somnifère, ses parents reposent tranquillement. Soudain, on frappe vigoureusement à la porte. Ça tambourine en hurlant. « Police, ouvrez !» La tête vaseuse, Caroline s'entend demander si elle est bien Madame Casserino, ex-épouse d'Anthony Casserino. Mais oui, lequel la réclame à grands cris, grimpé sur le pont de Kingsborough qui enjambe l'East River. Oui, c'est moi, mais je ne veux plus entendre parler de lui. Il faut nous aider, madame. Il est en danger de mort. Oh, ça recommence. Un passant a prévenu la police en le voyant courir comme un fou et escalader l'enchevêtrement d'acier. Anthony n'est plus sur le pont lui-même. Il est tout en haut d'une perche métallique à plus de 30 mètres au-dessus du pont, hors d'atteinte des sauveteurs et menaçant de lâcher cette perche si on ne lui amène pas sa femme. Il faut venir, madame. Le psychologue de chez nous n'arrive à rien. Et nous avons déjà perdu beaucoup de temps à vous retrouver. On entend mal ce qu'il crie depuis là-haut. Et dès qu'on essaie d'approcher, il se balance. Il peut tomber même sans le vouloir. La fatigue, l'alcool, il va lâcher prise. Caroline n'a même pas le temps de s'habiller, la voilà en robe de chambre, l'œil embrouillé par le somnifère, dans une voiture de police hurlante, qui la dépose sur le pont en plein courant d'air sous les projecteurs. En levant la tête, elle distingue la silhouette de son ex-mari, accroché comme un pantin de foire au-dessus du vide. Il y a là un prêtre que la police a fait venir avant elle, un médecin psychologue, une foule de badauds évidemment, et à environ 10 mètres d'Anthony, dans la structure métallique du pont, 2 policiers alpinistes grimpeurs émérites, qui ne peuvent plus avancer depuis 1 heure. Anthony les tient à distance en hurlant des menaces. Un policier lui parle dans un haut-parleur, s'efforçant depuis 1 heure de le convaincre de descendre. Par moments, Anthony semble accepter, il glisse de quelques mètres vers le bas, mais dès qu'il aperçoit les 2 policiers sauveteurs faire un mouvement vers lui, il regrimpe. Or, la perche qu'il a choisie pour refuge, c'est une sorte d'échelle sans rampe de protection qui oscille dangereusement. En bas, la foule fait des « oh » ou des « ah » au rythme des exploits du désespéré. Caroline écoute les conseils du médecin. Vous allez prendre le haut-parleur, lui dire que vous êtes là, en bas, et qu'il doit descendre pour vous rejoindre. Parlez lentement, articulez avec soin, il y a du vent là-haut, et il peut vous entendre mal. Tout à l'heure, il a exigé un baiser de vous. Enfin, c'est ce que nous avons cru comprendre, en tout cas. Oh, vous avez bien compris. C'est son système chaque fois qu'il fait une bêtise, qu'il m'a battu, ou qu'il a trop bu. Il veut un baiser pour se faire pardonner. Bon, alors, allez-y, madame, mais du calme surtout, contentez-vous de répéter toujours la même chose, quoi qu'il dise ou réclame. Devant ce genre de crise, il faut de la douceur, de la patience. Caroline prend le porte-voix et le chantage commence. « C'est moi, Caroline. Tu peux descendre, je suis là. Viens me rejoindre, Anthony. Dis-moi que tu m'aimes. D'accord, je t'aime. C'est pas vrai. Tu dis ça pour que je descende. Je t'aime, Anthony, descends. Tu me donneras un baiser? Je te donnerai un baiser, descends. » 2 heures. Pendant 2 heures, Caroline promet, Anthony réclame, et il ne descend toujours pas. Comment fait-il pour ne pas lâcher prise?
pour surveiller comme un chat malin les deux hommes qui tentent régulièrement de le rejoindre. Finalement, la police a abandonné l'idée d'aller le chercher là-haut et préfère attendre qu'il descende tout seul. Le problème est que son cerveau ne fonctionne plus logiquement. On dirait qu'il n'arrive pas à enregistrer le fait que Caroline est en bas, que c'est bien elle. Il le redemande toutes les 5 minutes. « Je veux ma femme! Je ne descendrai que pour ma femme !» Et Caroline de répéter « C'est moi ta femme, je suis là! Descends mon chéri !» Autour d'elle, les avis sont partagés. Sautera, sautera pas. Mettre un filet, c'est impossible à l'endroit où il se trouve. Les badauds sont de plus en plus nombreux, malgré le vent frisqué et la nuit humide. La circulation est complètement coupée sur le pont, dans les deux sens. On a fait venir sa mère, il refuse de l'écouter. Les enfants, ils s'en fichent. L'obsession, l'idée fixe, c'est Caroline et un baiser. Je ne peux tout de même pas grimper là-haut pour aller l'embrasser. J'ai le vertige, moi. Mais de toute façon, on ne tient pas à deux sur cette perche. Alors allez-y, recommencez. Et Caroline recommence patiemment. Anthony, c'est moi Caroline. Jure-le. Je le jure, c'est moi chérie. Je vais sauter. Est-ce la fatigue, les nerfs, le ras-de-bol de toutes ces années de chantage affectif qui soudain se cristallisent, presque sans l'avoir décidé à la seconde où Anthony a crié « Je vais sauter !» Caroline a répondu tout naturellement « Eh bien vas-y, saute !» Tout le monde sursaute. Le policier la secoue par les épaules, lui arrache le porte-voix. « Mais vous êtes folle !» Qu'est-ce que j'ai dit? Vous lui avez dit de sauter. Moi? Ah oui? Panique autour de Caroline. Et là où Anthony doit avoir l'impression qu'on ne s'occupe plus de lui, il hurle « Je veux un baiser, je veux ma femme, je veux un baiser !» Et Caroline hausse les épaules. Vous voyez, elle n'a même pas entendu. Le nouveau hurlement d'Anthony la détrompe aussitôt. « Tu veux que je saute? Je vais sauter. Je veux un baiser avant de sauter !» Le porte-voix est confié au prêtre, qui cherche à calmer le jeu. « Votre femme veut que vous descendiez. »« Pourquoi? »« Pour vous donner un baiser. »« Pourquoi ?» Le prêtre, affolé et impuissant, se retourne vers Caroline. Il ne sait plus quoi répondre au pourquoi dans cette histoire de fou. Alors Caroline dit au policier « Laissez-moi faire, je vais recommencer. »« Vous êtes calme. Vous n'allez pas lui dire de sauter. Je vous jure que non, ça m'a échappé. Depuis le temps qu'il me fait du chantage à tout propos. Ça durait des heures comme aujourd'hui. Alors à la fin, pour qu'il arrête, j'avais pris l'habitude de répondre ce qu'il voulait. « Tu veux me donner une gifle? Vas-y, cogne !» Il cognait, et on était tranquille. « Tu veux ci, tu veux ça, vas-y !» C'est pas la première fois qu'il menace de se suicider, vous savez. Mais que voulez-vous lui dire maintenant? Je sais pas, on va voir. Il a besoin de provocation. Et Caroline recommence. « Anthony! Caroline! Oui, c'est moi, tu viens? Où? En bas, on rentre à la maison, y'en a marre. Je vais sauter! » Et là, Caroline prend une grande respiration pour hurler avec mauvaise foi. « Tu viens de dire que tu voulais pas sauter, salopard. Faudrait savoir ce que tu veux, hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux sauter ou tu veux un baiser? J'en ai marre de toi, Anthony. C'est toujours pareil, j'en ai ma claque. Décide-toi où je me tire. Tu veux quoi, espèce de malade? Un baiser? Ben d'accord, vas-y. Embrasse-moi, si tu peux, espèce de lâche. Où es-tu, saloperie? Sur le pont, imbécile. J'arrive, je te préviens, j'arrive. T'as pas intérêt à changer d'avis, espèce de pourri saleté. Toi non plus, crétin, parce que je te le dirai pas 2 fois. Et devant l'assistance maître pétrifiée par ces échanges d'insultes, dont je vous ai épargné les pires, Anthony commence à descendre, continue de descendre. Le voilà sur la structure du pont, puis le voilà sur la rambarde, puis le voilà enfin sur la route du pont. Puis, il avance vers Caroline d'un pas incertain, mais vindicatif, les yeux hors de la tête, en criant toujours « Je suis ton mari, t'entends, je suis ton mari. Quand je veux un baiser, j'ai droit à un baiser. T'as pas le droit de me dire non, t'entends? T'as pas le droit. Je vais te filer une avoine. » 4 policiers lui sautent dessus, avant qu'il ait atteint son ex-épouse, laquelle s'évanouit de fatigue dans les bras du curé. Un peu plus tard, elle s'est expliquée devant les journalistes alors qu'une ambulance déposait un Anthony proprement ficelé aux urgences d'un hôpital psychiatrique. Quand il commençait une discussion, ça finissait toujours en insulte. Le système de la police n'était pas le bon. Le consoler, l'encourager, le convaincre par la douceur, ça n'a jamais marché. Il fallait faire comme d'habitude à la maison. Il avait besoin de m'insulter, et je l'insultais aussi. C'était le sommet de la crise. Il explosait, et après il se calmait. Alors j'ai fait comme d'habitude. Mais enfin, à un moment, vous lui avez crié de sauter, il aurait pu le faire. Ça m'est sorti naturellement, comme à la maison, je vous dis. Quand je lui disais « Vas-y, enfonce la porte !» ou « Vas-y, jette-toi par la fenêtre !» Il ne l'a jamais fait. En fait, c'est moi qu'il veut, toujours moi. Ou pour me frapper, ou pour m'embrasser.
mais à condition qu'on soit disputé avant. Alors Anthony a eu sa dispute, mais pas son baiser. D'abord, on a emmené trop vite le forcené, et puis ensuite, elle en avait vraiment marre, Caroline.